Donc, merci Didier Pourquerie pour cette dernière intervention avant la conclusion, évidemment, de Bruno Ganachia qui fera une intervention en tant que grand témoin. Alors, moi, ce que j'ai lu ou traduit de cette intervention, et peut-être ça peut être un début de discussion entre nous, puis avec vous, c'est que finalement, les questions de neutralité dans la science et dans le journalisme se posent de la même façon. Et finalement, ce que vous prenez finalement à la fin, in fine, c'est la neutralité du journaliste, avec le paradoxe que vous êtes partisan de l'enthousiasme, vous êtes partisan de l'engagement et de l'implication aussi du journaliste dans le partage avec le public. Donc on a ici, il me semble, le même paradoxe que dans la science. Finalement, est-ce que la responsabilité du scientifique comme du journaliste, c'est pas aussi de partager ses convictions, ses valeurs, pour précisément qu'elles puissent être critiquées? Parce que je pense que le problème n'est pas l'absence de neutralité, le problème est le déni de neutralité, c'est-à-dire cette idée selon laquelle on revendique la neutralité alors qu'on ne l'est pas. Parce que je crois que comme dans la science et le journalisme, le travail qui consiste à former des données, à réduire des données, à les organiser, à les valoriser, à finalement tout un travail de traduction, d'agencement, etc., est un travail dans lequel il y a de la subjectivité, il y a de l'interprétation, il y a du choix, il y a de l'arbitraire, il y a de l'arbitrage, etc. Et qu'il faut rendre visible aussi tout ça. Être responsable, c'est aussi rendre visible toutes ces étapes interprétatives, ces moments où l'on met autre chose que du pur fait, comme ça, ou de la pure connaissance, ou de la pure... Voilà. Donc il me semble que... Voilà, finalement, il y a des questions communes, c'est marrant, entre le journalisme et la science, mais on le savait, et du coup, ça rend difficile le fait que les journalistes puissent communiquer sur la science, puisque s'ils revendiquent une neutralité en communiquant sur la science, qui elle-même se revendique neutre, finalement, on perd beaucoup de choses, au passage. On perd énormément de complexité, précisément. Voilà, bon, c'est simplement un commentaire. Peut-être avant de redonner la parole aux intervenants, on peut faire une première série de questions dans la salle. Voilà, par exemple, en haut à droite. Bonjour, je suis Sylvie Babachko, chercheuse à l'INSERM. Dans toutes les interventions qu'on a entendues ce matin, je n'ai pas entendu le mot sensationnel, sensationnalisme, alors que finalement, il y a quand même beaucoup de sensationnel qui intervient dans le biais de nos résultats, de nos recherches, de nos communications, y compris nos articles. Et l'évaluation est également basée sur la performance d'articles, donc de résultats sensationnels, entre guillemets, enfin ou pas, que nous avons pu obtenir. Donc est-ce que derrière ça, le système d'évaluation, de promotion, de financement même de la recherche et de communication n'est pas lié à la production scientifique et la façon de communiquer? Donc peut-être Monsieur Maisonneuve, vous avez une réponse par rapport à la relation entre le sensationnel, la promotion et le financement de la recherche, puisqu'on parle de ça. Merci. Je suis Dr Sophie Duméry, je suis médecin à la base et journaliste, et je suis titulaire d'un DEA en neurosciences. Je joue l'écartèlement entre la vulgarisation, tant prônée par M. Pourquerie, je ne fais qu'abonder dans votre sens, et la très grande difficulté d'y survivre. Comme le dit très justement la personne qui m'a précédée, la difficulté, c'est que dans cette vie et en communauté, il faut que nous gagnions notre vie. Et que le seul critère commun que l'homme a trouvé pour échanger d'un bout à l'autre du monde, c'est l'argent. C'est cette convention qui est de plus en plus virtuelle, qui ne ressemble à rien, qui se prête à tout, qui est véritablement le diable protéiforme et qui pollue exactement tout ce que nous faisons. Et la seule manière que je connaisse de lui donner sa place, c'est de le nommer, de l'appeler pour ce qu'il est et de l'intégrer systématiquement à nos débats. Je le fais habituellement dans mes articles, mais je peux vous dire, comme M. Pourquerie l'a dit fort bien, que si l'on me reconnaît dans mon domaine une intégrité impeccable, on déteste me demander des enquêtes qui aboutiront à des résultats qui défrayeront la chronique et en tout cas déplairont tant à ma direction qu'aux interlocuteurs que j'aurais eus en face de moi. Et donc, il y a un problème, c'est que cette intégrité que vous réclamez est-elle vivable dans le monde que nous avons? Je pense qu'il est bon de poser la question. Tout ce qui a été dit ce matin est extrêmement brillant, pertinent, intellectuellement imparable,
Et en matière de vulgarisation, je voudrais remettre les pieds sur terre. Le monde dans lequel nous vivons n'a malheureusement que des contacts tout à fait imparfaits, volatiles, versatiles et tout d'un coup chaotiques et très souvent imprévisibles avec l'idéal que porte l'homme, Homo sapiens sapiens, qui tend à la connaissance pour se dépatouiller d'une complexité qui l'effraie. Je vous pose la question. Je ne sais pas si nous aboutirons à autre chose qu'à se rassurer dans le fait qu'être homme, c'est se colter à cette complexité, cette brutalité, la finitude de toutes nos hypothèses, questions, etc., etc. Et c'est la seule chose qu'à mon âge canonique, pardonnez-moi, mais on nous met dans les seniors extrêmement vite. Donc c'est la seule chose que je reconnais, et je pense que quand on parlait d'émotion pour vulgariser, je me permets de me flatter en cette docte assemblée, c'est que j'ai une excellente relation avec des gens du commun, au ras des pâquerettes, des gens qui ont très souvent moins de 500 mots dans leur lexique personnel, mais je sais leur parler parce que je n'ai pas quitté ce niveau de vie, et je suis une personne référente pour beaucoup de gens parce que je leur parle un langage au ras des pâquerettes. Mais je le fais en toute sincérité. Et cette sincérité-là, à aucun moment, ces personnes ne la mettent en doute. Je leur donne des preuves de ma sincérité. Ils se disent, c'est un être humain comme moi. Elle me parlera d'être humain à être humain, avec les mêmes craintes, les mêmes peurs. Et c'est ce qui fait que parler dans ces conditions, ça passe très bien. Et je crois que, comme l'a dit Madame Delrieux, en fait, c'est vrai qu'il faut savoir utiliser l'émotion pour faire passer quelque chose. Mais cette émotion, il faut être très brillant pour savoir la manipuler avec subtilité, précision. Ça demande une expertise de très haut vol, une très grande générosité, Monsieur Pourquerie, nous sommes d'accord, mais aussi une très grande lucidité. Comme l'a dit Monsieur Pierre, pardonnez-moi, ce sont des choses très difficiles à acquérir. Il faut véritablement aller très loin pour revenir très près. Bonjour, Didier Dubrenage, je suis responsable de la communication en région Nouvelle-Aquitaine et j'ai eu une vie avant de journaliste, rédacteur en chef adjoint de Sciences et Vie et de Sciences et Avenir, et je suis passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que je suis arrivé dans les labos, à l'intérieur des labos, et là je me suis rendu compte que je ne savais rien sur ce qui se passait dans les labos. Alors peut-être que j'étais un mauvais journaliste, pourtant ça m'a permis de vivre pendant 15 ans, et à ce moment-là, j'ai compris à quel point les scientifiques avaient du mal à communiquer, mais ils n'avaient pas du mal à communiquer parce qu'ils communiquent entre leurs pairs, mais nous, à l'INSERM, on fait venir des gamins, on fait venir des patients, on fait venir tout le public dans le labo. Et à ce moment-là, ma question est comment on peut aider nos chercheurs à pouvoir communiquer ce qu'ils savent et ce qu'ils veulent communiquer. Et c'est pas, je ne suis pas en train de cirer les pompes aux chercheurs, parce que je suis d'accord avec vous, les chercheurs sont honnêtes à 99,9%. Voilà, ma question c'est comment pouvoir les aider avec ces nouveaux médias, parce qu'ils n'ont pas le temps. Qui veut peut-être prendre la parole en premier sur la question relative au sensationnel. J'adhère tout à fait. Et alors, je reviens sur cette histoire, le chercheur est honnête. Alors, on dit, c'est la culture, c'est le système, c'est ce qui pousse. L'évaluation a poussé à ce qu'aujourd'hui l'article a une valeur marchande. C'est un objet vendable. Hein, et tout le monde le sait, où qu'il soit auteur, qu'il soit rédacteur, qu'il soit tout le monde sait que ça prend une valeur marchande. Hein. Et le sensationnel, moi je rêve d'un essai comparatif auprès de rédacteurs de revues, auprès de jurys qui allouent des ressources, où ils ont 2 dossiers anonymes à évaluer. Il y en a un, il n'a que des études qui ont bien marché, hein, et l'autre, c'est un loser, parce que chaque fois qu'il fait un truc, ça ne marche pas. Hein. Lequel ils vont choisir ? Je voudrais revenir sur la notion de neutralité. Parce qu'évidemment, entre sensationnalisme et neutralité, il y a un problème. Je ne suis pas sûr que le scientifique soit neutre. Il a ses intérêts, ses convictions, effectivement, comme tout le monde, et sa méthode n'a rien à voir avec la neutralité.
sa méthode, c'est une méthode qui, au fond, met à l'épreuve, c'est-à-dire disqualifie un certain nombre de choses. Hein. Donc il y a un point commun quand même entre le scientifique et le lecteur que nous sommes, et c'est pour ça que nous regardons des médias ou que nous lisons, c'est que nous soupçonnons qu'il pourrait y avoir quelque chose là-dessous qu'on ne nous dit pas. Hein. Alors, en fait, le chercheur, lui, il cherche quelque chose là-dessous, dans les faits de sa paillasse, etc., ben, qu'on ne lui dit pas, évidemment, parce que ça n'a pas été encore dit. Hein. Ce qui fait qu'il peut se dire, bah, puisque c'est pas, je ne suis pas en train de soupçonner mes bactéries, etc., de me dissimuler quelque chose. Il faut peut-être un peu se méfier, mais enfin bon. Mais c'est quand même traquer une espèce de secret. Enfin, autrefois on parlait du secret de la matière, du secret de la vie, etc. Oui, c'est pas loin de ça. Donc il y a ce point commun qui est aller au-delà de l'apparence qu'on nous propose. Et évidemment, on nous propose une apparence qui nous dit « Regardez, c'était pas la bonne apparence ». Alors ça capte tout le monde. Le problème, c'est que ça nourrit aussi les théories complotistes. Mais ce sont deux versions quand même de la même tendance humaine à essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière la porte qu'on nous a close ou derrière le miroir, etc. Donc il me semble que le journaliste scientifique, c'est quelqu'un qui, au fond, utilise ce type de découverte, arrêter de cacher les choses, d'une manière qui, au fond, effectivement, peut être sensationnaliste, parce que justement, cette découverte surprend, ou qu'elle va, au contraire, des idées reçues. Hein, ça, bien sûr, c'est un biais qu'il va exploiter, et je ne vois pas pourquoi il se priverait de l'exploiter, parce qu'au fond, quand même, il y avait une idée qui n'était pas forcément influencée par les opinions politiques du chercheur, mais qui faisait partie de cette tendance fondamentale. Juste un point, je reprends la question sur le temps. Le temps, les chercheurs n'ont pas le temps de partager. Alors, outre le fait que, justement, en 2010, The Conversation en Australie a été lancé pour établir des procédures collaboratives pour que des journalistes et des chercheurs travaillent ensemble pour faire gagner du temps aux chercheurs. Donc ça marche relativement bien, puisqu'aujourd'hui, il y a 85 000 enseignants-chercheurs dans le monde qui écrivent pour The Conversation, avec une petite équipe de 150 journalistes, tous pays confondus. Et on est dans pas mal de pays. Donc l'histoire du temps, on arrive à bien gérer, je dirais. En revanche, il y a quelque chose qu'on a eu un peu plus de mal à gérer, c'est que un certain nombre de chercheurs nous disaient « Mais à quoi ça va me servir d'écrire pour The Conversation, c'est-à-dire pour le grand public, que mon papier soit repris dans, là je parle pour nous, cher ami, par Sud-Ouest, à quoi ça va me servir ? Pour mes étoiles ou je ne sais pas trop quoi. » Et en fait, petit à petit, on fait comprendre aux enseignants-chercheurs que ça leur sert d'être en contact avec la société de toute façon et de rendre à la société un certain nombre de choses. Ça marche. Je suis là aussi, je suis assez optimiste parce qu'il y a de plus en plus, notamment chez les... j'allais dire chez les jeunes chercheurs, mais c'est vrai, chez les jeunes chercheurs, un certain nombre de jeunes qui ont envie de partager, quelquefois même au fur et à mesure qu'ils trouvent des choses ou qu'ils comprennent des choses, envie de le partager avec le public. Mais l'histoire du temps me fait penser à autre chose. C'est des débats que j'ai eu beaucoup avec les journalistes de la revue du supplément Sciences et Médecine du Monde quand j'étais directeur adjoint du Monde. Parce que est-ce qu'il faut tout de suite écrire sur
un article scientifique qui vient de paraître, ou est-ce qu'on se donne un peu de temps? Alors, le rédacteur en chef, souvent, va dire, dis donc, le Slate l'a sorti, le Figaro l'a sorti, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on le sorte. Et moi, j'apprécie beaucoup, en tout cas, c'est des amis, donc je ne vais pas dire de mal d'eux, forcément, mais j'apprécie beaucoup l'attitude d'un certain nombre de journalistes qui disent « Attends, on n'a pas fini d'enquêter, on n'a pas fini de vérifier. On va prendre le temps, parce que on n'a surtout pas envie de se faire raconter des histoires, et on veut, question de responsabilité, donner des infos valables. » Donc ça prend un peu de temps. Or, sur Internet, on est dans l'instantané. C'est-à-dire que c'est ça qui crée la confusion aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des études, soi-disant, qui sortent à jet continu. Et donc, si vous êtes là en disant « Non, cette étude-là, j'en parle pas », il faut que vous soyez un rédacteur en chef suffisamment calme et zen pour dire « D'accord, je te fais confiance, on n'en parle pas encore, prends le temps de vérifier. » Prenons le temps. Actuellement, il y a une grande tendance dans le journalisme qui s'appelle le slow news. Il faut ralentir. Et je peux vous dire que ça a un coût, justement. On parlait de coût tout à l'heure. On va peut-être perdre des clics. Mais ça vaut le coup en termes de responsabilité et en termes de crédibilité. Quant à la neutralité, bon, on y tend tous, hein, et c'est difficile. Mais bon, en même temps, on est des femmes et des hommes avec des émotions. Bon. Merci. Il y avait donc... bon, je pense qu'on a à peu près répondu aux questions. Il y avait la question des émotions, hein, qui demande si on les manie pour amener finalement à partager une forme de rationalité. Ça demande des précautions, un savoir-faire. Parce que finalement, on peut jouer avec les émotions. Alors peut-être que vous avez un mot à dire là-dessus. Olivier, vous qui êtes un peu un spécialiste des révisions des croyances. Oui, non, mais c'est la même chose que ce que dit Bernard Rimet, qui est un psychologue social des émotions. C'est-à-dire que nous partageons les émotions, donc il faut le faire, parce que socialement, les chercheurs ne vont pas être comme ça, justement, d'une neutralité marmoréenne pendant que les autres sont émus. Ce serait idiot. Mais c'est pas... il faut utiliser les émotions, si vous voulez, comme un signal qu'on a à changer quelque chose dans nos positions ou nos croyances. Si on est... Initialement, les émotions, c'est fait pour nous mobiliser lors d'un danger ou au contraire nous mobiliser lors d'une attirance. Ça nous booste. Et ben, c'est finalement à ça que ça sert. Ça nous permet dans le domaine scientifique public, ça nous permet soit de mobiliser les scientifiques sur certains problèmes d'inégalité, par exemple, je sais pas, pour les médicaments, des choses comme ça, que au fond, la pharmacologie n'avait pas aperçu, soit pour le rapport simplement à de nouvelles connaissances qui éventuellement peuvent nous amener à réviser nos positions, ben, il faut le faire. Donc de ce côté-là, on peut utiliser je pense que c'est là vous utilisez un biais qui est un biais, une tendance de la communication qui est que quand on parle des autres, on aime bien au fond apprendre des choses qui ne souhaiteraient peut-être pas qu'on connaisse. Hein? Donc ça, vous dénoncez la détox, c'est aussi ça utilise ce biais socio-émotionnel là, qui est qu'entre copains, au fond, on dit du mal notre copain. Hein? Et pas simplement du bien. Mais après, on le soutiendra évidemment. Quand il s'agira de le citer, on ne citera pas l'autre équipe surtout.
Donc, ces biais-là, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser si ils nous amènent à modifier nos croyances dans un sens qui est plus fondé. Donc, mais évidemment, on peut aussi... l'INSERM n'est pas en situation de dominance sur les médias, si vous voulez. Et donc, il y a un combat, effectivement, à mener, qui souvent est plutôt un combat de détox, que simplement amener les gens à avoir des nouvelles croyances un peu plus sophistiquées. Bien, on va reprendre... Oui, il y a encore deux questions. Donc, monsieur... Bon, excusez-moi, moi je suis un peu un citoyen gilet jaune. Bon, c'est-à-dire que je ne vais pas énoncer mes titres, mais enfin j'ai quand même pas mal de copains un peu partout. Bon, moi les questions que je voudrais poser, faire une remarque et poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un biais fondamental dans les problèmes qui est la question du matérialisme physicaliste sous-jacent de la science, qui est incapable de définir par exemple la notion de conscience? Je pose la question. C'est quoi la conscience? Parce que si on veut parler des rapports entre le citoyen et la société, il faudrait peut-être avoir réfléchi un tout petit peu sur ce que c'est que la conscience. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse, comment dirais-je, unique. Et donc, je pense qu'il y a des biais de fond et qui ne sont pas assez travaillés sur le rapport entre les citoyens et ce qui sont les consciences. Deuxième chose que je voudrais dire, vous avez parlé de générosité, vous avez parlé de curiosité. Moi, je pense quelque chose qui est en amont, qui s'appelle la disponibilité. C'est important d'être disponible à de l'inattendu, c'est-à-dire à quelque chose vis-à-vis desquels on est complètement désemparé. Je ne suis pas sûr que ce soit une qualité qui soit encore suffisamment développée. Et je voudrais vous inviter à relire Against Method de Feyerabend, qui est un livre qui date d'une trentaine d'années, qui pose un certain nombre de questions dérangeantes. Mais là, on n'a pas le temps de revenir. Et donc, enfin, le citoyen gilet jaune, entre guillemets pour rigoler, j'ai quand même un fils qui est à l'INSERM, mais bon, pas n'importe quel gilet jaune. Bon, mais je dirais que je suis plutôt un architecte social, on va dire. Je m'appelle Antoine Valabrec, je peux donner mon nom, il n'y a pas de problème. Et envie de dire, comment se fait-il que The Conversation, qui est un modèle, par exemple, en même intéressant, n'utilise jamais des articles de citoyens qui ne sont pas diplômés des universités? Voilà. Marie-Françoise Rothenberg, je suis ingénieure en nouvelles technologies. Mais là, je voudrais poser une question pour revenir sur donc la neutralité ou pas, ces notions de croyance et l'incertitude. Moi, ce qui m'intéresse quand je lis un article scientifique ou un article de presse, c'est justement de ne pas être amené trop tôt à avoir une opinion, mais d'être entraîné à continuer à me poser des questions. Et il me semble que dans la société aujourd'hui, on a des sujets très très complexes. Alors si on regarde ce qu'on traite à l'espace éthique, on a vraiment une liste très variée de sujets extrêmement complexes sur lesquels faire avancer le débat de la société me semble passer par le fait de lutter le plus longtemps possible et au maximum contre une fabrication d'opinions trop rapide. Et donc, étant donné que le public est un peu pressé de conserver ses croyances ou d'en adapter d'autres, comment vous voyez votre rôle dans les publications scientifiques ou dans les publications de journalisme pour essayer de satisfaire, intéresser quand même le grand public, mais l'intéresser encore plus à ce qu'on apprécie en science, c'est cette phase de questionnement. Et de poursuivre le plus longtemps possible ce questionnement. Enfin, tout le monde sait que l'ignorance est directement proportionnelle aux certitudes des gens. Et il me semble quand même qu'on a dans les domaines de la science, là, le moyen peut-être d'amener les gens à prendre du plaisir, je dirais, de la satisfaction, de l'intérêt dans la vie au questionnement. Disponibilité à l'inattendu, ça c'est vraiment essentiel. Moi, c'est ce que j'appelle la curiosité, c'est-à-dire la capacité d'être ouvert et de rester ouvert en permanence. Bon. Alors le The Conversation, c'est basé sur un modèle qui fait que
dès le départ, en Australie, on a fait écrire des enseignants-chercheurs. Donc c'est là-dessus que ça s'est concentré. Et le fondateur de Conversation, Andrew Jaspan, qui était l'ancien, notamment, rédacteur en chef de The Observer et tout ça, et de The Age à Melbourne, était persuadé que du journalisme citoyen ou des analyses de citoyens, il y en avait déjà pas mal sur les blogs, alors que la voix des scientifiques n'était pas encore représentée. Attention, aujourd'hui, on est sur des multiplications de petits médias. Je reviens à ce que disait tout à l'heure ma consoeur sur est-ce qu'on peut en vivre de l'intégrité, ce qui est une question fondamentale. Aujourd'hui, on n'est pas à lancer des grands médias. Je pourrais vous citer tout un tas de petits médias qui se lancent actuellement, qui rendent très optimiste le journaliste que je suis, parce que chacun, bien sûr, est dans sa niche, chacun défend son truc, mais en même temps, sur son créneau. Mais en tout cas, ça bouge. Donc, des médias journalistes, des médias citoyens, il y en a plein. Alors, quitte à passer pour un affreux conservateur, j'aime bien la citation du rédacteur en chef du New York Times il y a quelques années, qui disait « Moi, quand j'ai mal aux dents, je vais chez un dentiste, je ne vais pas chez un dentiste citoyen. Et quand je veux m'informer, il y a des gens dont c'est le boulot, ça s'appelle les journalistes. Alors, bien sûr, c'est une facilité de dire ça, mais bon, voilà. Après, des blogs citoyens, il y en a plein partout. Alors, il y en a plein partout, mais en même temps, je suis d'accord avec vous, il y en a de moins en moins, parce que par exemple, Le Monde a fermé ses blogs. Mais il y en a beaucoup ailleurs, sur Mediapart, etc. Donc il y en a énormément. Et le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que je suis en total accord avec vous sur le questionnement. Et là, c'est une autre démarche. C'est par exemple la démarche qu'on a dans les centres de culture scientifique et technique. Pas à Cap Science à Bordeaux, à la Cité des Sciences, etc. C'est-à-dire développer l'esprit critique. Et notamment développer l'esprit critique avec les scolaires. Alors, ça marche très bien avec les scolaires, ça marche moins au collège, hein, je vous dis tout de suite, vous le savez. Mais en tout cas, pour ce qui est du scolaire, apprendre l'esprit critique, apprendre les rudiments comme avec les aventuriers, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont lancées et qui fonctionnent, qui marchent. Et on voit des jeunes, des enfants qui apprennent à se poser des questions et encore à se poser des questions, y compris à se poser des questions sur les discours médiatiques d'ailleurs, hein, et à les remettre en cause. Donc il y a des choses qui se passent et qui vont là aussi dans le bon sens. Un petit mot sur la disponibilité, parce qu'effectivement, je trouve que c'est une des... Moi, je reviens à mon idée de une partie du travail, malgré tout, est de lutter contre une forme d'indifférence. On a beaucoup parlé, effectivement, des critiques, de théories complotistes. Il y a tout un pan de gens auxquels on doit s'adresser, et c'est ce que nous croyons à l'INSERM, qui sont des gens sans opinion. Ils n'ont pas de problème, en fait. Ils n'ont rien demandé. C'est les plus durs. Donc, vous venez de parler des enfants. Effectivement, vous avez raison. Ils sont, malgré tout, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, dans une posture d'apprentissage. L'enfant doit apprendre, il le sait, jusqu'à ses 20, 22, 25 ans, peu importe. Donc, qu'il l'adhère ou pas, il sait qu'à un moment, dans sa journée, il va falloir qu'il glisse de l'apprentissage. Donc un discours de pédagogie et un discours d'expert, style citoyen, peu importe, ça prendra. Mais l'adulte, que nous sommes tous, qui n'a rien demandé, qui se lève le matin, qui va bosser, qui n'a pas d'appétence particulière pour la science, parce que c'est pas tout à fait les mêmes gens que les gens qui vont lire effectivement un média scientifique ou même un média comme Le Monde qui a son permis. Donc, le vulgus pecum, pas besoin de dire au bon sens du terme, c'est-à-dire celui que nous sommes, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on dit à hauteur de citoyen, c'est quelqu'un qui commence sa journée, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à entendre parler de science. Comment on fait pour lui dire quelque chose, non pas qui va lui révéler quelque chose ou qui va le scandaliser, on parlait de sensationnalisme, juste qui va l'intéresser. Moi je crois qu'il y a un gros travail que nous menons, hein, mais qui est vraiment très compliqué, où les mots sont moins forts, mais intéresser le citoyen
à ce qui constitue notre travail à tous, avec des avancées effectivement qui sont plutôt à moyen terme qu'à court terme, c'est une gageure immense pour laquelle, à côté de la parole de chaque chercheur, à côté de la résonance que nous devons donner à chaque étude, il y a une couche supplémentaire à créer, qui est la couche de l'institution, qui est la couche de finalement perfuser doucement et de façon souriante, au fond, il n'y a pas besoin de s'énerver, sur le fait que, oui, on peut créer la surprise, créer la disponibilité. Je suis d'accord, tiens, je n'avais pas prévu, moi, de rencontrer un sujet sur l'édition du génome, mais en fait, ça peut m'intéresser. Et donc, créer la surprise, c'est arriver tout de même à se créer une petite place dans le quotidien, avec les outils du quotidien. C'est juste le mot que je voulais rajouter. Oui, juste sur ce point, sur le questionnement et le temps. Alors, les émotions peuvent changer nos croyances, mais pas tout de suite. Si on changeait de croyance chaque fois qu'on a une émotion un peu... Bon, ça ne marcherait pas bien. Donc en fait, il faut... ce qui se passe, c'est que généralement, il y a une émotion, ça nous alerte, puis on pense à autre chose. L'émotion, ça décroît, hein, c'est un truc qui est passable. Et puis, il y en a une autre qui est à peu près sur le même problème, et à ce moment-là, on commence déjà à... Et le travail de révision des croyances, alors pas juste des émotions, il se fait comme ça, de manière très progressive. Et c'est un problème d'ailleurs, parce que si on peut susciter l'émotion d'un public de base, comme nous sommes tous, en l'alertant sur un point, et puis le lendemain, il n'y passe plus. Hein, donc il faut relancer la chose. Et donc c'est là aussi, dans le travail du journaliste émotionnel, si vous voulez, il y a un timing. Hein, ça ne se fait pas si rapidement que ça. Il faut remettre sur le métier son ouvrage, comme les autres. Sachant que les croyances sont aussi du côté de la science. Hein, on l'a vu avec l'auto-justification de paradigme, etc. Et ce que je voudrais rajouter aussi à la discussion, qui n'a pas trop été abordée, c'est que les savoirs aujourd'hui ne se créent pas simplement dans la science. Hein, et c'est intéressant aussi de voir que, et dans ce domaine de la santé, il y a tout un tas de savoirs expérientiels, ou pas expérientiels d'ailleurs, mais qui sont aussi des savoirs avec lesquels il faut faire, et qui sont parfois des moteurs pour déstabiliser les croyances des chercheurs. Donc il y a quelque chose comme une complexification aussi à avoir dans le partage des savoirs, au-delà de simplement quelque chose d'unilatéral de l'institution vers le public, mais quelque chose de plus dynamique. Puis la deuxième chose que je voulais dire, et c'est pour conclure cette table ronde, c'est que j'aime bien la distinction que faisait Nicolas Decus entre la docte-ignorance et l'ignorance. Hein, il disait que l'ignorance, c'est finalement ne pas savoir que l'on ne sait pas, alors que la docte-ignorance, c'est savoir que l'on ne sait pas. Et finalement, je me dis que la nouvelle méthode scientifique, si jamais il y avait une nouvelle méthode scientifique à faire naître, ça serait plutôt que de partager ce que l'on sait autour d'un objet, c'est essayer, dans une démarche interdisciplinaire et ouverte, de partager le plus précisément possible ce que l'on ne sait pas sur l'objet. Et je pense que ça changerait énormément les perspectives. Voilà, je termine sur ça, c'est pas du tout une conclusion, c'est presque une opinion. Et je remercie nos 4 intervenants qu'on peut réapplaudir de cette matinée.